Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le piano a été pour vous le point de départ d'une symphonie d'activités. Vous êtes compositeur, arrangeur, chef d'orchestre en France et en Asie, acteur et chanteur. C'est donc la partition d'une vie que nous allons dérouler aujourd'hui à partir de dates clés. Bonjour Laurent Couzon. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que vous faites plein de choses en même temps. Vous sortez un nouvel album, ça on va en parler tout à l'heure, de musique au piano. Mais vous avez un parcours tout à fait étonnant, à la fois dans la musique et dans le cinéma et ailleurs. Donc on l'évoque à travers les dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 13 janvier 2008. C'est votre première télé, un ballet hip-hop, Roméo et Juliette. Et vous êtes dans un studio à Budapest en train d'enregistrer la partition. Ah, c'est vrai, bien sûr. Oui, ça c'était une commande d'un superbe festival qui s'appelle Suresnes Cité Danse et qui a la particularité de faire danser des artistes de hip-hop sur des musiques qui n'en sont pas. Donc là, ils ont fait appel à un compositeur, disons, classique pour mettre en musique ce Roméo et Juliette de manière moderne. Et c'est vrai que c'était un grand souvenir pour moi. On avait enregistré ça effectivement avec l'orchestre de Budapest. Et c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès, qui a tourné pendant plusieurs années. Oui, mais en même temps, quand on est un musicien de formation classique et qu'on est face à des jeunes qui ont appris à danser dans la rue, c'est pas simple, Laurent. Non, c'est pas simple, mais justement, c'était absolument grisant de voir ce qu'eux, ils faisaient sur ma musique, qui était, elle, de facture classique. Et vous savez, moi, je suis un homme qui aime les mélanges et les rencontres. Alors, évidemment, pouvoir avoir de la danse hip-hop sur ma musique, ça m'avait beaucoup plu. Alors, d'après mes renseignements, le hip-hop, la première fois qu'on l'utilise dans la presse, c'est dans un article du Village Voice, un certain Steven Hager, qui a écrit un ouvrage et qui dit hip-hop, ce serait un mélange de hip, qui signifie être dans le vent, être branché, ouais. Et hop, sauter ou danser. En tout cas, c'est de la danse extraordinairement technique et c'est vrai qu'elle n'a rien à envier à la danse classique du point de vue de sa difficulté d'exécution, de mouvement. Et là, les artistes, notamment qui font ce festival sur Suresnes Cité Danse, sont vraiment des virtuoses. Alors, ça se passe à Suresnes, ouais. Au théâtre Jean Villard, qui est un théâtre très particulier aussi. Oui, bien sûr. J'ai eu une relation pendant plusieurs années avec Olivier Meyer, qui est une des personnes qui m'a aussi lancé dans le monde du spectacle et notamment dans celui du ballet. Et le théâtre Jean Villard s'appelle ainsi parce que pendant quelque temps, quand les Nations Unies ont récupéré le palais de Chaillot, Jean Villard est venu s'installer à Suresnes. C'est ça. Et Jean Villard, qui est un metteur en scène qu'on oublie un petit peu trop, quelquefois, alors qu'il a créé le Festival d'Avignon. Bien sûr. Alors, finalement, être dans cet univers très différent de votre formation, ça vous plaît parce que vous allez très loin dans la recherche. Et la recherche, au départ, c'était le Conservatoire de Tours, parce que vous avez débuté très jeune dans la musique, Laurent Couzon. Oui, vers l'âge de 5 ans, j'ai commencé à faire un premier instrument. Comment c'est venu ? C'est venu... mes parents cherchaient un petit peu à canaliser un enfant un petit peu dissipé ce qui a marché sur moi, c'est la musique. D'un seul coup, mon attention s'est focalisée et d'un loisir, c'est devenu ma passion et je n'ai plus juré que par ça. Très très jeune, j'ai commencé à écrire des œuvres très très jeune et à vouloir être compositeur dès que possible. Vous avez commencé par le piano, enfant ? J'ai commencé d'abord par la trompette. Oui. Je suis trompettiste de formation et après je me suis mis au piano parce que c'est évidemment l'instrument indispensable quand on est compositeur parce qu'on a toutes les notes sous les doigts. Et vos études, études normales et puis Conservatoire de Tours. Voilà, une école de musique, le Conservatoire de Tours et après le Conservatoire de Paris, ce qu'on appelle un cursus vraiment de musicien classique. Oui, mais Tours, justement, on dit que c'est l'annexe du Conservatoire de Paris. C'était au départ l'annexe en 1925, oui. Avec 400 élèves et 17 professeurs. Mais c'est pas facile quand on est à Tours de venir à Paris. Oh, c'est pas si difficile parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà à mon époque, c'était 1 heure de train. Tours, c'est vrai que c'est un peu un petit Paris. C'est une ville aussi, historique, autant au niveau de la littérature que de la musique. Hein. On a Francis Poulenc, autant que Rabelais ou Balzac, de tous ces grands noms qui m'inspiraient beaucoup. J'ai évidemment beaucoup d'attachement pour Tours et pour la Touraine, mais une carrière musicale, bien entendu, passe par Paris. Donc j'ai fait comme les jeunes artistes, je suis monté à la capitale, comme on dit. Oui, en même temps, vous n'envisagiez pas, Laurent Couzon, d'autres métiers que celui de la musique. Non, jamais. Ça a été vraiment une passion dévorante et qui ne m'a jamais quitté. Et vos parents étaient d'accord ? Ils étaient comme tous les parents, peut-être, disons, inquiets au départ et se demandant comment on pouvait vivre de tout ça. Et puis j'espère qu'à
qu'avec les années, maintenant, ils le sont moins. Alors, il y a eu l'école normale aussi, qui est une école réservée aux jeunes musiciens. Oui, à l'école normale, j'ai appris notamment la direction d'orchestre, qui est devenue aujourd'hui mon deuxième métier principal. Et il faut bien commencer, et vous allez commencer à Radio France, ce qui n'est pas évident. Non, c'est vrai, mais Radio France, c'est une des seules structures en France qui passe des commandes à des jeunes compositeurs, qui a fait découvrir plein de grands compositeurs qui sont devenus de grands noms. C'est leur cahier des charges aussi de le faire. J'espère que ça l'est toujours aujourd'hui. J'ai l'impression que ça l'est un peu moins. Mais moi, j'ai un grand souvenir. Et c'est vrai que je suis très attaché à la radio pour cette raison-là. Le premier qui m'a donné la parole aussi à l'antenne, c'était Frédéric Lodéon, sur les antennes de France Inter, à l'époque où France Inter passait encore de la musique classique. Et ma première scène, c'est sur la scène de Radio France. Donc c'est vrai que je suis très attaché à la maison de la radio pour ces raisons-là. Et vos premières compositions ont été acceptées? Comment ça s'est passé? Disons que je les ai proposés au service de la musique. Et oui, pour la première fois, j'ai eu la chance d'être joué par un grand orchestre. Et c'était des œuvres classiques? C'était, oui, c'est ma première commande à Radio France, c'était des préludes pour piano. Et ensuite, j'ai été, et je ne crois pas que ça se soit refait à ce jour, le premier compositeur à créer une comédie musicale à Radio France qui s'appelait Angers Démon, oui, et qu'on avait créée avec les musiciens de l'Orchestre National dans le grand auditorium de la radio. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure de Angers Démon. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que vous avez vraiment tout de suite écrit des musiques, ce qui n'est pas évident, parce que vous prenez par exemple les chefs d'orchestre de variété ou les musiciens de variété. À une époque, ils allaient dans les maisons d'édition l'après-midi, oui, ils accompagnaient les jeunes chanteurs en mal de couplets. Peut-être que c'est une personnalité, c'est comme celle d'avoir envie d'être un chef d'orchestre. J'ai toujours eu plutôt envie d'être celui qui fait les choses plutôt que celui qui les subit, entre guillemets, ou alors celui qui dirige les musiques plutôt que celui qui est dirigé. Voilà, c'est des tempéraments peut-être aussi, et j'avais vraiment envie d'écrire de la musique. Donc le chef d'orchestre, ça a continué très vite ensuite? Oui, tout de suite, et puis j'ai toujours dirigé mes œuvres. Depuis mon plus jeune âge, j'ai dirigé tout ce que je faisais, et ça continue encore aujourd'hui, parce que c'est la chose la plus grisante qui soit. Voilà, diriger sa propre musique, c'est le cadeau ultime. Oui, mais il faut trouver les formations pour ça, et quand on débute, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Donc d'abord, on commence avec ses copains, avec des jeunes musiciens comme vous, et puis après, j'ai eu cette chance d'être suivi par Radio France, et puis ensuite par d'autres expériences dans le cinéma notamment. Et quand on passe notamment au passé, on s'aperçoit que les grands orchestres de variété sont nés dans un café qui était Place Pigalle, où on arrivait en disant on a besoin de tant de musiciens, est-ce que vous êtes d'accord? Et Bruno Cocatrix a débuté comme ça, comme chef d'orchestre, avec une quinzaine de personnes qui étaient dans le café, et il a créé son premier orchestre. Ça, c'est merveilleux. Ça change d'époque. Alors, ça veut dire aussi que vous avez commencé à Radio France, ensuite il y a eu la salle Pleyel, il y a eu le Théâtre des Champs-Élysées, beaucoup d'autres. C'est pas évident non plus, Laurent Couzon. Non, mais ça a été grâce au soutien d'abord de Radio France, et puis après d'une personnalité, on va peut-être en parler, qui m'a beaucoup aidé et mis sur le devant de la scène, c'est Didier Lockwood. Voilà, donc avec C'est-à-dire Didier, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris et que j'étais un jeune compositeur qui cherchait des soutiens, j'ai été frappé à beaucoup de portes de gens que j'admirais, et la seule qui se soit ouverte, c'est celle de Didier Lockwood. Et assez plus qu'ouverte, parce que c'est lui qui m'a permis d'enregistrer mon premier disque, qu'il a produit, il a joué avec moi, et après il m'a appelé à être sur scène avec lui, notamment salle Pleyel. Voilà, et il se trouve que le musicien classique que vous êtes a aussi une passion du jazz. Ah, passion du jazz, ça j'ai toujours pratiqué le jazz. Dès que j'ai commencé la musique, je faisais, parce que c'était aussi une manière de gagner ma vie, parce que quand je suis arrivé à Paris, le fait de savoir jouer du piano de jazz, ça permettait d'aller jouer dans les cabarets, même dans les hôtels, voilà, dans les pianos-bars, et ça m'a bien aidé. Oui, et justement la comédie musicale aussi, ça, vous défendez la comédie musicale, ce qui n'était pas évident voici quelques années. Ah oui, j'ai une grande passion pour la comédie musicale, parce que c'est comme l'opéra, c'est un art total, du théâtre, de la danse, du jeu. Et puis, je me souviens de mon premier voyage à Londres, où j'ai découvert les comédies musicales anglo-saxonnes, et ça a changé ma vie, parce que je me suis dit, c'est vraiment tout ce que j'aime au niveau musical, au niveau rythme, dans l'histoire, dans tout. Et justement, cet Angers Démon dont vous parlez, eh bien, ça existe en archive. Allons remonter bien au bas, glisser vos mains un peu par là, de dos, de face et de côté, montrer nos secrets. Faut que ça chauffe, faut que
Votre première comédie musicale, c'est l'histoire d'un magicien qui décide de séparer le bien du mal. Le magicien, c'est le chef d'orchestre d'ailleurs. Donc le chef de manière allégorique, donc il décide de séparer le bien du mal et de dire voilà, il y a des gens qui sont bien, d'autres qui sont mauvais, et c'est comme ça. Et très vite, il s'aperçoit par l'arrivée d'une jeune fille qui arrive un peu dans cette espèce de monde de ce démiurge, lui dit mais non, mais moi je crois que j'ai le bien et le mal en moi. Et alors là, ça change tous ses plans, et donc peu à peu, elle passe d'un camp à l'autre et elle fait se contaminer les anges et les démons. Voilà, donc c'était vraiment une comédie musicale. Oui, et c'est Laurent Couson et compagnie qui l'a produite et qui l'a fait jouer sur scène. Absolument, mais voilà, notamment avec l'aide des gens qu'on a cités, c'est-à-dire avec l'aide de Radio France, d'Olivier Meyer, voilà, de tous ces gens qui m'ont soutenu à mes débuts. Et à une époque, encore une fois, où la comédie musicale n'existait pas, où le théâtre était roi en France, mais vous avez été un des premiers, bien avant Notre-Dame de Paris et la suite, à défendre ce genre. Oui, mais il y en a toujours très peu, malheureusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a vu, grâce à Mogador, grâce au Châtelet, arriver enfin les grandes comédies anglo-saxonnes à Paris, mais ça a mis beaucoup de temps. Là, on vient d'assister au succès des Misérables, mais rendez-vous compte qu'ils ont fait leur carrière entièrement à l'étranger et qu'on a refusé leur œuvre à Paris pendant de nombreuses années. Donc il y a ce genre-là, il n'arrive pas à être... en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe avec les Français pour que la comédie musicale ne soit pas aussi populaire qu'elle l'est à 2 heures d'ici à Londres. Exactement. Et vous avez pas seulement limité votre travail à la comédie musicale, on va évoquer une autre date importante dans votre vie, le 29 juin 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Couson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Laurent Couson. Vous êtes pianiste, chef d'orchestre, arrangeur, compositeur, acteur, justement. Et on va l'évoquer à travers une autre date qui est celle de la deuxième séquence, le 29 juin 2005, vos débuts à l'écran dans ce film. La fleur d'amour est bien fanée. Eh oui. Mon cœur va-t-il me pardonner? Le courage d'aimer de Claude Lelouch, où vous faites vos débuts d'acteur dans votre propre rôle, Laurent Couson. Oui, je réponds toujours que non, je ne suis pas un acteur. Le truc, c'est que j'ai rencontré Claude Lelouch, qui est une des personnes qui a changé ma vie. Là, pour le coup, là, c'est les clés d'une vie, et qui m'a fait faire ma première musique de film. C'était notamment dans Le courage d'aimer, où j'étais aussi l'arrangeur de Francis Lay, à qui je pense beaucoup aujourd'hui. Et puis, Claude m'a toujours vu un peu comme un acteur. Je devais avoir un peu la tête de l'emploi, mais faut dire que dans tous ces films, je joue quand même des musiciens, donc je joue un peu mon propre rôle. Alors, il se trouve qu'au départ, comment vous l'avez rencontré, Lelouch? C'est par Francis Lay? Par Francis Lay, ouais, par Francis Lay. Et Francis était une sorte d'ange de bienveillance, à tel point que c'est très rare chez les compositeurs. Il a dit, écoute, je viens de rencontrer un jeune compositeur, j'aimerais bien que tu le rencontres, parce que je crois qu'il sait faire des choses que je sais pas faire. Et c'était notamment toute cette partie un peu plus jazz que Lelouch aime beaucoup dans ses films. Et on s'est rencontrés, on s'est plu. Claude Lelouch est venu voir d'ailleurs Angers Démon, il a adoré ça, il a dit faut qu'on travaille ensemble, et ça fait maintenant plus de 20 ans que ça dure. Voilà. Il se trouve que Francis Lay, on l'a un peu oublié, bon bien sûr il a fait toutes les musiques de Lelouch, mais ses vrais débuts c'est comme accompagnateur de Piaf dans un spectacle... Comme accordéoniste. Oui, et dans un spectacle qu'elle n'a pas fait d'ailleurs, parce qu'elle était à Mougins, elle répétait son prochain spectacle de l'Olympia, et elle est morte avant de le jouer. Ouais. Et il était à Mougins pour l'aider dans ses nouvelles chansons. Non, mais Francis Lay, c'est un des plus grands mélodistes français. Et puis, c'était un homme d'une gentillesse et d'une bonté. On ne pouvait que l'aimer. Alors, Le courage d'aimer, justement, c'était un film très particulier qui caricaturait les soirées mondaines, le monde un peu flou que Lelouch n'apprécie pas forcément. Oui, exactement. Et puis, moi, j'étais très ému. C'est vrai que c'était mon premier tournage de cinéma. Et avec Lelouch, voir sa façon de travailler, me retrouver entouré de grands acteurs, de grands musiciens, j'étais très impressionné et tellement heureux. Il y avait aussi Pierre Barou qui était là. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de connaître Pierre, oui. Pierre Barou qui a été journaliste au départ, assistant metteur en scène, qui a travaillé avec Johnny dans D'où viens-tu Johnny avant de choisir sa voix. Il voulait attendre 30 ans pour choisir sa voix. Et lui aussi, c'était quelqu'un de très particulier. Ah, c'était un grand artiste. Et puis alors, nous, on s'aimait beaucoup parce qu'on avait en commun cette passion pour la musique brésilienne, qu'il a beaucoup adaptée, lui, parce qu'il a fait peut-être les meilleures traductions des chansons, notamment de Jobim, qu'il a repris lui-même. Alors, la musique de film, au départ, ça faisait partie de vos projets ?
Oui, oui, tout de suite, parce que c'est vrai que quand on est compositeur, c'est pas forcément facile aussi de gagner sa vie. Donc la musique de film fait partie des exercices où on peut avoir en tant que compositeur du travail et être présent. Donc, mais j'aurais jamais pensé que je travaillerais avec Lelouch un jour. Mais la musique de film, évidemment, c'est un des plus grands exercices de composition. Oui, parce qu'en plus, bon, on est devant sa partition pour un morceau classique. La musique de film, c'est différent. Oui, oui et non. Disons qu'il n'y a pas vraiment de la musique de film, il y a de la musique tout court. Sauf que là, on ne sert pas uniquement de la musique seule, mais aussi une image, une histoire. Mais je pense, exactement comme disait Morricone, que la bonne musique de film n'est pas celle qui souligne ce qu'on voit à l'écran, mais qui au contraire en prend le contre-pied. Alors, moi, je me souviens de Michel Legrand qui m'avait raconté un jour qu'il voyait un film pendant des heures avant de choisir ses musiques. Est-ce que c'est le cas d'un musicien qui compose de la musique de film ? Oui, déjà il y a deux écoles. Il y a la musique de film qui est écrite avant les films et il y a celle qui est écrite après les films. Par exemple, avec Lelouch, l'ensemble de la musique non seulement est composée avant, mais elle est aussi enregistrée avant. Parce que Lelouch aime la passer sur le tournage, il aime la diffuser exactement comme faisait Sergio Leone ou comme faisait Fellini. Les gens croient toujours que la musique arrive après, alors que souvent, et d'ailleurs la musique que l'on retient et qui est restée dans l'histoire, sont souvent des musiques qui ont été faites avant les tournages des films. Mais comme Lelouch change ses scénarios, ça doit pas être facile. En tout cas, peut-être il change ses scénarios, mais il ne change jamais une note de musique. Donc ça, c'est vrai qu'on a une position privilégiée avec lui. Il a un tel respect pour la musique que jamais il nous demandera de couper une séquence ou de couper une note. On a encore reçu, voici quelques semaines, Claude Lelouch dans Les Clés d'une vie pour son nouveau film. Oui. Il a une énergie incroyable. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique que c'est un éternel, j'allais dire enfant, mais en tout cas c'est un éternel débutant, voilà le bon mot. C'est-à-dire que je suis impressionné à chaque fois que je vais sur ces films à quel point on dirait qu'il fait son premier film, qu'il fait son premier plan, qu'il tient pour la première fois une caméra, qu'il dirige pour la première fois un acteur. C'est un éternel émerveillé. Et je crois que le secret de sa jeunesse, c'est ça. Je l'admire beaucoup pour ça. Il n'est pas blasé, quoi. En même temps, lorsque vous composez une musique, il l'accepte ou il demande des changements, Laurent Couson ? Soit il accepte une musique dans son intégralité, soit il la refuse, mais je l'ai assez peu vu demander des changements. Je crois que c'est un homme qui est un peu comme avec les gens, soit il est séduit tout de suite, soit il ne l'est pas. Alors, Claude Lelouch vous a mis le pied à l'étrier, mais il n'a pas été le seul, puisque vous avez composé une trentaine de musiques de films avec des compositeurs très différents, dont Luc Besson. On ne travaille pas de la même façon avec Besson ou avec quelqu'un d'autre, comme avec Lelouch. Non, parce que là, notamment avec Besson, j'ai fait des musiques de thriller qu'il a produit. Donc là, effectivement, c'est plutôt de la musique qu'on fait après. Parce que là, on est plus sur l'illustration de l'image, notamment dans un genre qui est un polar ou un thriller. La musique est évidemment très très différente. Ouais. Et c'est compliqué de travailler avec d'autres quelquefois ? Non, au contraire, c'est ça qui est intéressant. Je crois qu'un bon compositeur, là encore, je me réfère à mon maître Morricone, disait qu'il doit savoir tout faire, justement. Alors, vous avez tourné dans plusieurs films de Lelouch, et il y en a un où vous avez même chanté. Allez, les musiciens, jouez avec moi, allez. Alors là, je dis banco, je pars. Sans bagage. Oui, car je sens qu'il va faire beau, malgré les nuages. Ça aussi, d'autres débuts, ces amours-là, avec Audrey Dana. Ces amours-là, c'est un grand cadeau parce que je jouais le rôle principal masculin du film. Alors encore une fois, j'écris la musique pour Lelouch et il me dit, écoute, j'arrive pas à trouver l'acteur qui va jouer Simon, qui est ce rôle qui était le rôle d'un pianiste juif qui va sauver sa peau grâce au piano dans les camps d'extermination. Et il me dit, mais écoute, tu veux pas essayer de passer l'audition, toi, parce que t'as quand même l'âge, t'as la tête du rôle, tu pourrais le faire. Et voilà comment ça s'est fait. Et je crois que ce qui lui a plu aussi, c'était que l'ensemble des séquences musicales, je les jouais vraiment au piano. Là, cette petite chanson que vous avez chantée, que vous avez passée, on l'a chantée en direct sur le plateau, donc tout était réel. Et ça c'est vraiment très très proche de ce qu'aime Lelouch. Oui, et la chanson, c'était aussi un univers très différent pour vous. Oui, alors il voulait que je chante. Alors c'était la première fois que je chantais, mais
Lelouch a la réputation de faire chanter tous ses acteurs. On parlait de son dernier film. C'est marrant parce que je regardais l'autre jour une interview de Cadmerade là, qui jouait le premier rôle de son dernier film finalement. Et Cadmerade a demandé à Dujardin, toi qui as tourné avec Lelouch, comment ça s'est passé? Il dit, tu vas passer un moment extraordinaire, mais surtout, s'il te demande de chanter, ne le fais pas. Et en fait, il s'est retrouvé à chanter toutes les chansons du film. Il se trouve que Audrey Dana aime la musique. Elle dit d'ailleurs qu'elle a acheté une voiture uniquement pour écouter de la musique à plein tube et que c'est la meilleure façon d'écouter ce qu'on aime. Oui, non, mais Audrey, c'était sympa parce que je l'ai un peu coachée dans cet exercice. Elle aussi, je crois que c'était la première fois qu'elle a enregistré une chanson. Alors, il se trouve aussi que la chanson, ça a continué avec un spectacle dont on pourrait mal imaginer l'affiche aujourd'hui sur les murs de Paris, qui s'appelle Monsieur Luxure. Oui, ça, c'était une fable d'une sorte de Casanova moderne qui voit exactement comme dans l'histoire de plus Don Juan d'ailleurs, à la fin son amour des femmes se retournait contre lui, quoi. Oui, mais ce spectacle n'a pas fait scandale à l'époque, mais le personnage explique qu'il recherche des sensations fortes et aime faire l'amour à une conne. Vous imaginez les réseaux sociaux aujourd'hui, Laurent Couson? Oui, je sais. Il y a la même chose dans la pièce de Molière. C'est exactement ce que dit Don Juan avec des mots bien mieux écrits, mais c'est exactement la même histoire. Et ce spectacle, vous l'avez monté à 2 reprises. Oui, on l'avait fait à la Gaîté Montparnasse avec Jean-Luc Moreau, et c'était une comédie musicale. Hein. Oui. C'était l'histoire de l'idée de faire ce Don Juan moderne en musique. Et finalement, ça ajoutait encore à votre panoplie de diversité. Oui, j'avais pris un peu le goût de chanter après le film de Lelouch et il y avait ce projet dans les tuyaux et voilà, ça a été une drôle d'expérience. Et justement, dans votre palmarès de compositeur de musique de film, il y a aussi des films étrangers. Il y a A City in Black and White et Zan Men Ji-hoon. Oui, beaucoup de films en Chine. J'ai fait une vingtaine de films en Chine, ouais. C'est assez curieux. C'est-à-dire que je suis ensuite parti diriger l'orchestre de Thaïlande. Exactement, et ça, voilà. Justement, et c'est pour ça que je voulais vous lancer. Et on va en parler. Parce qu'on va en parler tout à l'heure à travers une date clé, qui est le 14 février 2012. D'accord? Oui. Alors à tout de suite. Avec plaisir. Avec Laurent Couson sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Laurent Couson. Nous parlons tout à l'heure de votre nouvel album au piano avec la nuit comme thème. On a évoqué vos débuts de pianiste, de comédien et de chanteur chez Claude Lelouch, mais vous n'avez pas fait que ça. Et j'ai repéré la date du 14 février 2012 où vous donnez un concert à l'Alliance française de Shanghai, 1 heure de piano et de chansons. Oui, j'ai tout de suite j'ai été attiré par l'Asie très tôt parce que vous savez, il y a les compositeurs qui ont le rêve américain et moi j'avais plutôt le rêve asiatique pour une raison assez simple. Je me dis à Los Angeles, des gens qui écrivent de la musique comme moi, il y en a quand on donne un coup de pied dans un arbre qui tombe, alors qu'en Asie, il y en a pas. Alors si j'allais plutôt tenter ma chance là-bas, et c'est vrai que je me suis tourné vers la Chine, vers l'Asie du Sud-Est et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en Asie. Oui, ça a commencé, je crois, par un tourneur qui vous a fait venir pour un spectacle en Chine. Oui, c'est ça. On a tourné dans toute la Chine avec à la fois les musiques que j'avais fait pour Lelouch. Je chantais des chansons aussi. Je jouais du piano. Et puis peu à peu, j'ai côtoyé le milieu du cinéma là-bas et commencé à faire des musiques de films pour des réalisateurs chinois. Et ce concert à Shanghai à l'Alliance française, parce que c'était le soir de la Saint-Valentin, qui est un soir très important en Chine. Ah oui, c'est vrai, exact. Pour les Chinois, c'est un petit peu caricatural, mais le français, le jeune français représente un peu l'amoureux, si vous voulez. Donc je crois que l'Alliance française avait eu ce concept. Et alors c'était fou en Chine. Enfin, c'est vrai que quand on est arrivé là-bas, on avait l'impression d'être Michael Jackson, si vous voulez. On sortait de scène, on était attendu par des centaines de personnes qui hurlaient et qui voulaient tous des autographes et prendre en photo. C'est la première fois que je suis arrivé en Chine, j'étais épaté de ça. Mais la Saint-Valentin est une chose très importante. Je crois que la coutume, c'est de contempler le ciel pour admirer les étoiles. Et puis, selon la tradition, les jeunes chinoises offrent des fruits en offrande à une fée, déesse de l'amour. Ah oui, absolument. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle m'a offert à la fin des fruits, des fleurs. C'était même des petits cadeaux avec accroché leur numéro de téléphone dessus. Voilà, c'était drôle. Mais Jean-Paul Evin, qui est un chocolatier célèbre en France et en Chine, le jour de la Saint-Valentin, il y a 6 heures d'attente en moyenne devant sa boutique pour acheter des chocolats. Incroyable. Comme quoi les Chinois vraiment se sont accaparés
bon nombre de traditions occidentales aussi. Alors ce spectacle à Shanghai, vous chantiez l'amour, mais d'une façon totalement différente, les histoires d'amour ratées. C'est l'histoire de ma vie peut-être. Hein. Vous savez, j'ai pas encore eu la chance d'avoir des histoires d'amour réussies, mais je ne désespère pas. Alors, dans ces chansons que vous interprétiez, il y en avait une qui est un succès et devenue un classique. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Cette chanson, tout le monde la connaît. On a d'ailleurs le sentiment, on croit que c'est une chanson de rupture avec Jane Birkin. C'est pas du tout le cas, je sais pas si vous le savez. En fait, Serge Gainsbourg se retrouve à l'hôpital pendant une semaine avec une crise cardiaque, et c'est là qu'il compose « Je suis venu de dire que je m'en vais, persuadé qu'il va mourir ». Ah, je ne savais pas l'anecdote. C'est vrai que j'ai beaucoup chanté cette chanson, comme toutes les chansons de Gainsbourg. D'abord parce que j'ai une admiration sans borne pour le talent de Gainsbourg, le talent de parolier, le talent de musicien, ce génie de la mélodie. Et puis aussi parce que c'est des chansons qui sont complètement dans ma voix. Je ne suis pas un grand chanteur, il ne l'était pas non plus, mais son charme vient du fait qu'on a l'impression qu'il vous susurre les mots à l'oreille, et c'est ce que je sais à peu près faire aussi quand je chante une chanson. C'est-à-dire que vous n'avez jamais pris de cours de chant? Non. Donc, je me prétends pas chanteur du tout. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu la Chine, et ensuite il y a eu la Thaïlande. Oui. Alors la Thaïlande, ça c'est une histoire incroyable parce que je vais pour la première fois pour diriger l'orchestre là-bas, ça se passe bien. Et puis cet orchestre cherchait un directeur musical pour arriver à développer leurs activités. Il se trouve que j'avais envie de tenter une expérience asiatique. Ça a coïncidé aussi à un moment où j'ai rencontré des Chinois qui montaient le plus grand studio d'enregistrement d'Asie justement à Bangkok et qui cherchaient aussi un directeur musical. J'ai dit allez, je tente l'expérience, je vais m'expatrier là-bas, il fait beau, il va faire 30 degrés toute l'année, et puis ça va me permettre d'être aussi plus près de la Chine où je commençais à beaucoup travailler, et j'ai vécu cette expérience asiatique pendant presque 5 ans entre Bangkok et Shanghai. Oui, avec 2 orchestres, je crois qu'il y avait le South Asia Symphonic Orchestra et le Bangkok Chamber Orchestra. C'est ça. Avec le Bangkok Chamber Orchestra, on faisait un répertoire vraiment classique, vraiment de musique classique, et avec l'autre orchestre, eh bien, on travaillait dans ce studio où chaque semaine, ça a été un grand succès, on faisait des séances d'enregistrement à la fois de musique de film. Alors ça a été fou parce que ça m'a permis à la fois de travailler aussi bien avec Bollywood, avec les films indiens, avec les films chinois, les films hongkongais, et aussi même de faire venir des artistes français. On a réalisé par exemple là-bas les albums pour Dave, pour Aznavour, pour Mansé, pour des grands artistes français qui aussi ont utilisé cet orchestre. Et le Studio 28, je sais pas si vous le savez. 28. Et il y a à Montmartre un cinéma qui est le Studio 28, qui était un des premiers cinémas d'art et d'essai où Cocteau a débuté, où Abel Gance a tourné et où a été tourné Amélie Poulain. Oui, c'est ça. Alors là, en Thaïlande, ça s'appelait Studio 28 parce qu'il était dans un soi. Un soi, c'est ce qu'on appelle une petite rue qui était la rue 28, soi 28. Alors ça a pas le même charme. Alors la Chine et la Thaïlande, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir correspondre avec ceux qui y vivent. Il faut parler leur langue. Non, parce que les musiciens que j'avais en Thaïlande sont tous ce qu'on appelait des ISO, c'est-à-dire des gens vraiment qui ont tous fait des études à l'étranger, donc qui parlaient un anglais absolument parfait. Donc on ne parlait pratiquement que anglais entre nous. Et en Chine, c'est à peu près la même chose. Et puis c'est vrai que se mettre à apprendre le chinois à passer un certain âge ou le thaïlandais, faut quand même y aller. Hein. Et la musique thaïlandaise, parce que la musique thaïlandaise, elle fait partie de la culture orale au départ. Magnifique. Je me suis beaucoup intéressé à la musique d'Asie du Sud-Est, aussi à la musique indonésienne. Hein. Je ne sais pas si on va en parler, mais je fais depuis plusieurs années ce projet Piano Gamelan. Le gamelan, c'est un orchestre traditionnel indonésien, et j'adore ces musiques traditionnelles asiatiques parce que elles sont le total opposé de la pensée occidentale. C'est vrai que c'est une tradition orale, ce n'est que de l'instinct, et quand je travaille avec eux, je suis impressionné à quel point ils n'ont évidemment pas de partition, ils n'écrivent rien, et tout est dans leur mémoire et dans leurs yeux. Et ce projet alors ? Ah, ça, c'est une rencontre merveilleuse parce que on ne joue pas du tout la même musique, on n'est pas accordé de la même manière, on ne sait pas où on va aller, et à chaque fois, c'est une expérience incroyable. On se retrouve, il fait 35 degrés, on est généralement dans une cour en plein air, je branche un piano électrique, je dégouline tellement il fait chaud, et là, on cherche pendant plusieurs jours une musique qui va nous convenir à tous les deux, et on finit par un concert. Ça, je le fais tous les ans à Bali, c'est un moment extraordinaire. C'était la tradition de la musique électronique ou de la musique de Pierre Boulez ou de la
recherche du Club d'essai à Paris. Ouais, absolument. Et c'est vrai que la musique indonésienne, quand elle est arrivée, c'était au cours de l'exposition universelle à Paris en 1900, et notamment ça a changé la vie de grands compositeurs. Debussy, Stravinsky, Satie ont assisté pour la première fois à la performance d'un orchestre de gamelan à l'exposition universelle. Ils ont dit qu'est-ce que c'est que cette musique, et ils l'ont beaucoup intégrée dans leur composition après. Le problème, c'est qu'un Français qui arrive en Thaïlande ou en Chine, quelquefois, il n'est pas facilement admis. Non, de toute façon, il faut bien comprendre qu'on ne sera jamais intégré dans ces pays-là. On est toujours un étranger. Il y a ce qu'on appelle une politesse de façade qui est extrêmement agréable. Donc ça veut dire que le rapport, il est très cordial, il est très agréable, mais vous n'avez pas et vous n'aurez jamais un rapport de cœur comme si vous étiez un natif de là-bas. Ça, vraiment, je l'ai appris après toutes ces années. D'ailleurs, les Thaïlandais appellent les Français les étrangers blancs. Les Farangs, c'est ça, l'étranger blanc. Et ils disent qu'ils sont inciviques, qu'ils ne respectent rien. Effectivement, voilà, mais ils ont la politesse de quand même ne pas nous le faire sentir et continuer à nous sourire et à nous accueillir avec avec bienveillance. Alors, ce qui est étonnant aussi dans votre parcours, c'est que vous avez aussi été un chef invité de l'Orchestre national de Moldavie. Apparemment, oui. c'est pas la même région. Ah, ça, c'est incroyable. Oui, bien sûr. Oui. Alors, mais comment j'ai atterri en Moldavie la première fois? Ça devait être aussi par l'intermédiaire de l'Alliance française. J'en profite d'ailleurs pour dire que ces histoires d'Alliance française, c'est extraordinaire. Ça existe dans le monde entier et les gens ne savent pas assez que l'Alliance française, ce sont d'abord des écoles où on apprend à parler français dans le monde entier, mais ce sont aussi des instituts culturels. Et ces instituts culturels ont permis à plein d'artistes, dont je fais partie, de permettre de voyager et de rencontrer des cultures là-bas. Et c'est vrai que je pense que j'en suis même sûr, c'est comme ça que ça s'est fait pour la première fois en Moldavie, qui est un pays où j'aurais jamais pensé aller. Et j'y vais maintenant tous les ans. J'adore la Moldavie. D'abord, c'est des grands musiciens. Vraiment, ces musiciens de l'Est, dès que vous avez une note jouée sur un violon, vous avez tout de suite l'émotion, le son. C'est dans leur gène, quoi. C'est dans leur ADN. Mais il y a aussi des choses étonnantes parce que vous avez la Moldavie, la Chine, et vous avez aussi travaillé, Laurent Couzon, à Séville et à Rabat. Oui, ça merveilleux avec l'orchestre des trois cultures. Ça, Qu'est-ce que c'est que ça? Magnifique expérience. C'est une initiative qui a été lancée notamment par Daniel Barenboim et puis par un grand intellectuel marocain, Mohamed Enadji, qui voulait que dans les concerts on puisse chanter en latin, en hébreu et en arabe. Donc il y a eu plusieurs fondations qui s'appellent les fondations des trois cultures. Il y en avait une en Espagne, une en Maroc, il y en avait une en Israël, en Palestine, un peu partout. Dans le Maghreb, qui permettait symboliquement pour la paix de chanter dans les trois langues. Et vous êtes arrivé là-dedans et vous avez travaillé tellement que vous avez composé ensuite un requiem, Laurent Couzon. Ah oui, c'est de là qu'est venue après l'idée, plusieurs années après, d'écrire Requiem 19, qui fut le premier requiem écrit en latin, en hébreu et en arabe. Qui a été créé, je crois, dans une synagogue et ensuite joué dans des églises à Paris. C'est ça, dans une synagogue, une église et ensuite aussi dans des lieux laïques comme des maisons d'opéra. Et ça fait maintenant 3 ans que l'on tourne ce projet. Qui est... j'essaie de faire en sorte aussi que être un artiste, ce ne soit pas seulement faire du divertissement, mais ça soit aussi d'être un messager et de pouvoir un peu rassembler ce qui est devenu épars, et notamment ces divisions extrêmes qu'il peut y avoir entre les religions et les cultures. Et puis alors, ce qui est étonnant aussi, car vous touchez vraiment à tout, Laurent Couzon, c'est votre passion pour la musique électronique et un projet électro-symphonique. Oui, encore une fois, c'est la volonté d'aller chercher. Je pense que la nouvelle musique aujourd'hui, c'est celle du mélange, c'est celle des rencontres. Et là, ça m'amusait d'aller chercher justement des DJ et de les faire collaborer pour la première fois avec un orchestre symphonique. Ça crée une nouvelle musique, et je suis absolument certain que si Ravel, Debussy ou Stravinsky avaient connu l'électronique, ils l'auraient utilisé dans leur composition. Les DJ vous ont pris au sérieux au départ ?
Ah oui, les DJ ont énormément de respect pour les musiciens classiques parce que eux, ils sont très modestes. Ils disent, nous, on passe des disques, on les remixe, on les transforme, mais on ne sait pas écrire de la musique, on ne sait pas en diriger. Donc, ils ont énormément de respect pour les musiciens classiques. Oui. Et travailler avec eux, ça se passe comment? Oh, c'était super parce qu'en fait, eux, ils me faisaient écouter des rythmes parce que c'est surtout des créateurs de rythmes, des DJ. Et moi, là-dessus, ça m'inspirait pour écrire des mélodies d'orchestre. Et je voulais vraiment que ce projet ne soit pas, je voulais pas que l'orchestre soit un prétexte simplement pour aller sur la musique électronique, mais qu'il soit écrit vraiment comme une symphonie. Donc l'écriture symphonique est assez élaborée. Les auditeurs peuvent écouter cet album sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Electro Symphonic Project, et vous verrez à quel point, en fait, c'est une véritable symphonie, simplement ensuite mis en rythme par des DJ. C'est assez particulier. Ça, c'est le côté contemporain, mais il y a aussi le côté plus classique, et on va l'évoquer à travers la date du 1er décembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Couzon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Couzon. On a évoqué vos débuts à Tours, vos différentes carrières en Asie, en Thaïlande, dans tous les pays possibles et imaginables, le cinéma avec Claude Lelouch. Ça ne vous empêche pas de composer des albums. Et le 1er décembre 2024 est sorti un album sur toutes les plateformes, Night Piano, un album sur le thème de la nuit. Et voici un extrait. Hunter in the Night, mon anglais étant très mauvais, pardon de la prononciation, et c'est un album uniquement au piano, ce qui change de tout ce que vous avez fait. Oui, absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2024 et en 2025, ça devient de plus en plus difficile de faire des grands albums symphoniques, comme j'ai pu le faire il y a quelques années. Voilà, vous parlez d'Electro Symphonic Project, on était quand même 95 musiciens sur un projet comme ça. Donc, voilà, plutôt que d'attendre que ce temps revienne, je me suis dit, je vais m'asseoir derrière mon piano, je vais me mettre la nuit et je vais m'enregistrer et on va voir ce qu'il en sort. Alors, il y a des nouvelles musiques et puis il y a aussi des reprises de musique de film que j'ai pu faire dans des nouvelles versions très intimistes. Voilà, Night Music, c'est fait pour écouter le soir, calmement. Oui, parce que la musique d'ambiance, finalement, c'est quelque chose de très important, mais elle est un peu délaissée. Oui, disons que c'est une musique intime, voilà. L'idée, c'était de se dire, c'est comme si je jouais du piano dans le salon de mon auditeur. C'est un peu un retour aux sources pour vous? Oui, et c'était agréable à faire parce que c'est une petite introspection aussi, mais je dois dire qu'en fait, faire un disque de piano seul, il y a pas plus difficile. Moi, je préfère me cacher derrière 90 musiciens, ça m'est beaucoup plus facile que de jouer ces quelques notes beaucoup plus simple derrière mon piano. Ça, c'est un exercice très difficile. Pourquoi? Parce que je trouve cela très intime. On est nu, d'abord, totalement, avec son instrument, alors que dans mes compositions précédentes, voilà, j'ai toujours plusieurs dizaines de musiciens. Il y a on est comme un chef cuisinier. Quand on compose, il y a beaucoup d'artifices, il y a beaucoup de recettes, donc on peut se cacher derrière tout ça. Devant son piano, on ne peut pas tricher. Voilà. Alors, il y a aussi une musique d'ambiance, et aussi qui pourrait être une musique de piano-bar. Oui, par exemple, et c'est vrai que moi, mes premiers boulots, ça a été de faire du piano-bar. Où ça, à Tours? Non, à Paris. Même à Tours, oui, c'est vrai. Mon premier piano-bar, mon premier boulot, c'était dans un piano-bar à Tours. Ouais. Et à Paris? Et à Paris, bien sûr. Oui, oui. Mais les gens ne vous écoutent pas dans ces cas-là? Non, à un moment, des fois, ils vous applaudissent, il y a un petit silence à la fin du bar, mais c'est la meilleure des écoles, hein, c'est très formateur. Oui, mais regardez, Beko a débuté dans un piano-bar, ouais, où il a rencontré Vidalin, et surtout Louis de Funès, pendant des années, a gagné sa vie dans un piano-bar. Bien sûr, mais voilà, moi aussi, mais vous savez, c'est un peu là aussi que j'ai découvert la comédie. Moi, là, mon premier boulot à Paris, c'était dans un cabaret où à l'époque, il y avait pas mal d'ailleurs de transformistes, de drag queens, etc., qui s'appelait le Piano Zinc. Et c'est là pour la première fois que j'ai joué du piano dans les piano-bars, et c'est là que j'ai découvert le monde merveilleux de la comédie musicale, notamment. Voilà. Mais De Funès, je ne sais pas si vous le savez, mais il s'est fait engager dans un piano-bar en faisant croire qu'il avait fait le conservatoire, ce qui était absolument faux. Bien sûr. Et ça a marché, et il a gagné sa vie comme ça. Alors, dans cet album, il y a cet album, et à côté, vous avez fait un clip avec une jeune femme qui inspire le musicien. Ça aussi, c'est pas fréquent, Laurent Couzon.
Oui, c'était d'une idée de clip. On me dit souvent, c'est la question qu'on pose souvent à des compositeurs, mais à quoi tu penses quand tu écris de la musique? Alors là, quand j'écris une musique très romantique, ben voilà, la réponse est dans ce clip nocturne. On pense sans doute à une jolie danseuse que l'on va rencontrer par hasard au coin d'une rue. Voilà. Et faire un clip, ça permet de faire connaître sa musique? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est indispensable d'avoir de l'image parce que c'est dur que les gens écoutent de la musique seule. Ils ont besoin d'un support visuel et notamment à l'heure où tout le succès de votre musique n'est fait que sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas accompagné d'un minimum d'images, malheureusement, vous ne serez pas écouté. Et les titres sont en anglais? Et les titres sont en anglais, oui. C'est une obligation? Oui, parce que le public auquel je m'adresse, il est aussi international, donc c'est pour ça que j'ai mis les titres en anglais. Voilà. Et c'est un album téléchargeable sur les plateformes, qui est une chose qu'on n'imaginait pas il y a voici quelques décennies. Aujourd'hui, on sort plus du tout de disques en physique, hein. C'est absolument terminé. Donc nous sommes effectivement présents sur les plateformes et uniquement sur les plateformes. Et entre autres avec ce morceau Nocturne. Le Nocturne, c'est un thème favori des musiciens. Chopin, Erik Satie, Gabriel Fauré. Tout le monde a un jour sacrifié au Nocturne. C'est ça, c'est un peu un hommage à tous ces grands noms. Les Nocturnes sont souvent parmi les plus belles pièces pour piano écrites par les grands compositeurs. Comment ça se fait? Ça veut dire que la nuit, Oui, nuit permet de connaître les musiciens? Alors bien sûr, bon, la plupart des compositeurs sont quand même des noctambules et des insomniaques. On écrit beaucoup la nuit. Parce que d'abord il y a le silence et puis l'absence de lumière permet sans doute aussi de se reconcentrer sur son esprit. Ça vous arrive d'écrire la nuit? Tout le temps, que la nuit. Mais en même temps c'est fatigant, il faut tenir le choc. Eh oui, mais c'est... Le jour, on est tout le temps dérangé, il y a le téléphone qui sonne, il y a tout ça, voilà. La nuit, on est dans sa bulle, quoi. C'est le cas des écrivains aussi. Oui. Balzac écrivait entre 1h et 8h du matin, Flaubert entre 22h et 3h du matin, et Dostoïevski écrivait entre 10h du soir et 5h du matin. Et voilà. Et à chaque fois, il y a des moments où la musique vient, elle ne vient pas. Comment ça se passe? Oui, alors, moi, j'ai chacun sa technique. Quand elle ne vient pas, j'insiste absolument pas. Mais très souvent, quand on parle d'inspiration, puisque c'est une question qui revient souvent, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous inspire? Moi, je vais vous dire, ce qui inspire le plus un musicien, c'est de bien connaître la musique des autres. En fait, c'est en écoutant de la musique que soi-même, on va avoir l'idée d'en faire. D'ailleurs, c'était la grande leçon que disait Ravel à ses élèves. Il disait d'abord imiter les autres, et c'est en imitant que vous saurez si vous avez quelque chose à dire. Vous avez imité beaucoup d'autres? Beaucoup. J'ai d'abord décortiqué des partitions, je les ai reprises, j'ai essayé d'abord de m'approprier leur langage, et ensuite, en faisant ça, on crée le sien. Et dans ce langage, il y a différents morceaux, dont Under the Moon. Sous la lune aussi, la lune vous inspire? Ah, la lune, oui, c'est magnifique. On la regarde, on ne la regarde plus assez. Et vous avez travaillé pour d'autres étoiles, justement, il y a eu, je crois, beaucoup de disques qui ont été faits comme arrangeurs, car c'est aussi un autre métier. Vous avez travaillé avec Aznavour, Carla Bruni, Lily Bridgewater, ça n'a rien à voir avec l'univers du classique. Non, c'est vrai, ça aussi, c'est quand j'étais un jeune compositeur arrivant à Paris, ça permettait, de trouver du boulot, et puis... aussi d'apprendre le métier, d'apprendre l'écriture. C'est-à-dire, quand on travaille avec Aznavour ou avec Carla Bruni, c'est pas la même chose. On n'a pas, non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose au départ. On a souvent, par exemple, un guitare-voix ou un piano-voix, et le travail d'un arrangeur, c'est de trouver quelle orchestration va aller avec cette chanson. Oui, il faut encore que l'artiste l'accepte. Exactement. Alors, on s'adapte à chaque artiste ou... Oui, on s'adapte à chaque artiste. On va pas faire la même orchestration pour un chanteur qui a une grande voix ou un chanteur qui a une voix un peu plus intime. Évidemment, on va adapter aussi en fonction de ça. Et avec Aznavour, comment ça s'est passé? Oui, j'ai rencontré Aznavour à la fin de sa vie. D'ailleurs... à ma connaissance, les chansons sur lesquelles j'ai travaillé ne sont
toujours pas sorties. J'espère qu'elles le seront un jour, parce que je crois que c'est les toutes dernières chansons qu'il a écrites, et je crois même pas que le grand public les connaisse. Non, je les connais car il m'a montré les textes. Ouais. Il l'a travaillé dans sa maison de Mouriès. C'est ça. Et il avait 40 chansons en prévision. Oui. Il a écrit des musiques. Il devait les enregistrer et il nous a quittés avant de les enregistrer. Mais c'est exactement ça. Vous savez tout, Jacques. Et il y a eu Renaud aussi, c'est très différent. Ah, avec Renaud. Non, Renaud, j'ai pas travaillé directement avec Renaud, mais il avait fait les musiques d'un album que j'ai fait pour Régine. Voilà. Voilà, et que j'ai orchestré. Et il y a Ariel Dombal aussi, c'est quand même très différent. Oui, là c'est très différent aussi. Oui. C'était, écoutez, chaque artiste que j'ai pu rencontrer m'a nourri, et voilà, c'est. Il faut les suivre, il faut s'adapter à eux. Absolument, absolument. On est au service d'un artiste là quand on est arrangeur, c'est sûr. Alors, on en revient à cet album où il y a effectivement des morceaux qui évoquent des souvenirs très précis, comme celui-ci. Ces amours-là. Alors là, c'est un duo avec Cécilia Cara. Oui. C'était une reprise. Non, mais ça, c'est le thème de ces amours-là, Voilà. dont on a parlé tout à l'heure, le film de Lelouch. Et c'est vrai que c'est un thème que les gens aiment bien. Voilà, depuis une dizaine d'années, je vois qu'il est écouté régulièrement sur les plateformes. Donc j'avais envie de livrer aux gens ce petit cadeau, de leur faire une version piano solo. Voilà. Mais il y a eu d'autres versions. Il y a eu une version avec Cécilia Cara. Ah oui, c'est la version originale du film qu'on avait enregistrée avec Cécilia Cara. Et puis dans le film, il y a une version avec Audrey Dana, il y a une version avec, même une version avec Angoun, il y a une version symphonique, voilà. Alors, vous avez un nouveau combat et vous le menez, je crois que vous n'êtes pas le seul, Laurent Cousan, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Ça m'inquiète beaucoup, parce que c'est la mise en danger de beaucoup de métiers, mais peut-être particulièrement des métiers de créateurs. Et je crois que à partir du moment où une intelligence peut créer de l'art, elle va créer l'humanité tout entière. Donc c'est pas seulement un problème professionnel, c'est un problème éthique et philosophique extrêmement grave. Et comment vous pensez le mener? Parce que moi, je vois notamment les comédiens de doublage sont très inquiets parce qu'on peut remplacer leur voix par l'intelligence artificielle. Je crois que la seule manière de le mener, malheureusement, c'est par des actions juridiques extrêmement fortes. Donc il faut qu'il y ait des jurisprudences. Il faut pas oublier qu'une intelligence artificielle, ça travaille pas par l'opération du Saint-Esprit, ça travaille en mélangeant de manière illégale, j'insiste bien sur le mot illégal, des œuvres du patrimoine mondial. Toutes ces œuvres sont des œuvres protégées par le copyright et par le droit d'auteur. Donc la création d'une intelligence artificielle, que ce soit une création picturale ou musicale, est une création illégale. Donc il faut qu'il y ait des procès et des condamnations et des jurisprudences extrêmement fortes pour que ces logiciels de fabrication d'IA savent qu'elles font de la contrefaçon et qu'elles sont condamnées pour ça. Et ça fait partie de vos combats, d'autres vont vous suivre? C'est exactement mon combat. Et si on n'arrive pas à ça, alors tout est permis dans ce cas. Et plus rien n'existe. Ce qui est rassurant, parce qu'il y a un côté artificiel dedans, il y a eu un match, Raphaël Enthoven contre l'intelligence artificielle avec une épreuve du bac. Ça a été jugé par des philosophes. Raphaël Enthoven a eu 20 sur 20 et l'intelligence artificielle 11 sur 20. C'est quand même rassurant pour l'avenir. Non, mais le débat qui se pose est le suivant. Je suis certain qu'une intelligence artificielle n'écrira jamais comme Mozart ou comme Chopin. J'en suis certain. Mais le problème, c'est pas celui-là. C'est que l'intelligence artificielle est en train, par exemple, si je parle de musique, de remplacer peu à peu tous les travaux plus simples que l'on faisait, par exemple, de la musique pour une émission de télévision, pour un jingle, pour une pub, pour tout ça. Mais tous ces travaux, ils avaient un avantage, c'est de nous faire gagner notre vie en tant que compositeur et nous permettre, à côté d'écrire des musiques plus intéressantes. Donc si on remplace tous ces travaux, c'est la mort pour nous. Et ce combat, bon, vous le menez avec d'autres, je suppose. J'essaie de le mener, oui, avec les sociétés d'auteurs et avec tous ceux qui veulent bien nous suivre. Mais j'aimerais, je le dis ici, que mes confrères prennent un peu plus la parole là-dessus, parce que parfois, on a l'impression que, en fait, si on ne le dit pas, le grand public ne va pas s'en rendre compte. C'est exactement la crainte de beaucoup de vos confrères aujourd'hui. Il faut qu'ils prennent comme vous la parole.
Exactement, j'incite vraiment tous mes confrères à prendre la parole, mais pas seulement mes confrères musiciens, tous ceux dont les métiers sont menacés par l'intelligence artificielle. Night Piano, donc c'est votre album actuel qui est sur les plateformes. Et l'avenir, Laurent Couzon? Alors l'avenir, là je vais attaquer une nouvelle musique de film bientôt, et puis c'est de ma vie de chef d'orchestre, voilà, entre le répertoire classique que j'ai toujours énormément de plaisir à diriger, et puis mes albums plus personnels. Cette émission était assez troublante parce que je réalise un petit peu à quel point je suis passé d'un univers à un autre, mais je compte bien continuer à le faire parce que finalement je suis pluriel et sans doute tant mieux. Oui, ne changez surtout rien. Et comme vous aurez encore plein de choses à dire, vous reviendrez dans les Clés d'une vie. Avec plaisir, Jacques. Merci Laurent Couzon. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.